Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 23 mai. Au sommaire et en actu aujourd'hui, rencontre avec le comité référendaire de Coppet. Vous le savez, Coppet a obtenu 368 signatures contre le projet d'étude de fusion de Terre Sainte. On rencontre aujourd'hui le comité référendaire en personne Roy Doubary, qui est membre du comité référendaire. Bonjour à vous. Vous êtes venu également accompagné d'Arnaud Veil, membre du collectif Terre Sainte City. Bonjour à vous deux, messieurs. Ensuite, en sport, on donnera la parole à Stéphane Ferrer, qui est président. Bonjour à vous Stéphane, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes président d'Aquatics Club. Avec vous, on va revenir sur cette saison. Il reste notamment 2 matchs avant la fin d'une saison réussie en LNB pour ce club. Les poloistes nyonnais se classent actuellement 3e du classement. On en parlera en plateau. De ton côté, Alexandre, tu es toi aujourd'hui au cirque. C'est un grand moment qu'on va vivre ensemble. C'est une histoire de famille et une tradition à Nyon que tu vas nous raconter un petit peu. Mais oui, tout à fait, Andrea. Tu vois, tout ce rouge, c'est cette ancienne caserne de pompiers au centre-ville de Nyon, ici, dans lequel est établi l'élastique citrique. Tu sais, c'est cette école de cirque établie à Nyon depuis presque 30 ans. Alors, tout part d'une famille et d'un couple, surtout, François et Nini Pitou. Eh bien, figure-toi qu'ils vont laisser les rênes de l'école de cirque à leurs enfants, à leurs 3 enfants, et puis ils organisent une fête le 3 juin. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller leur rendre une petite visite ici à l'élastique citrique, de visiter les lieux et puis surtout de rencontrer cette famille et de savoir qu'est-ce que ça implique, cette passation de flambeau dans la famille. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. Place à notre page d'actualité en votre compagnie. Arnaud Veil, Roy Doubary, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Le référendum non au crédit d'étude d'un projet de fusion des 8 communes de Terre Sainte a formellement abouti, soit un total de 341 signatures valables sur les 302 signatures requises. On en parle avec vous, messieurs. Bonjour à vous, on est ravis de vous avoir. Roy Doubary, je sais que vous ne faites pas du tout partie du monde politique, vous ne faites pas partie du Conseil. Pourquoi donc ce combat aujourd'hui ? Parce que c'est un combat qui a des enjeux qui concernent notre futur. Donc j'ai estimé avec un certain nombre de membres du comité, quand on s'est constitué en comité, qu'il était nécessaire qu'on s'implique, parce que ce projet de fusion de 8 communes nous paraît absolument, insensé et incompréhensible. On tient à une certaine qualité de vie au sein de nos différentes communes. On a une histoire et des identités qui sont différentes. Alors on va essayer de comprendre justement aujourd'hui vos arguments. Mais petite question déjà de curiosité, est-ce que ça vous donne envie de faire de la politique ? Écoutez, on a envie des fois de s'engager pour des causes, et puis je pense que cette cause mérite qu'on s'engage. Donc d'où ma mobilisation, la mobilisation avec le comité, les autres membres du comité, ainsi que le collectif de Terre Sainte, qui est représenté par... Aujourd'hui, en la personne d'Arnaud Veil, justement. Vous faites partie de ce collectif Terre Sainte City. Vous êtes également membre du conseil de Tannay, qui devra revoter ce projet de fusion. Expliquez-nous, monsieur Arnaud Veil, pourquoi êtes-vous contre ce projet d'étude ? Je suis contre parce que je considère que ce projet d'étude est la porte ouverte, quasiment un entonnoir qui nous conduit toutes nos communes, vers la fusion, que c'est une façon de faire accepter à la population ce projet de fusion. Et mon comportement est uniquement une réaction de citoyen. Je suis tout à fait opposé au fait qu'on ne nous ait pas du tout expliqué ce qu'était cette fusion, que les 8 syndics tout d'un coup aient eu envie ou aient décidé, aient proposé des préavis dans chacune des communes sur... C'est la manière de faire en politique. Aujourd'hui, vous reprochez cette manière. Mais là, il n'y a pas eu la moindre... On parle d'une étude à ce stade des choses. On parle tout à fait d'une étude. Je pense que ça n'en est pas une. Je pense que c'est un processus d'application et la façon de faire accepter à la population progressivement quelque chose dont ils entendront parler pendant 1 an, 2 ans et qui finalement leur semblera naturel, inéluctable. Donc si je résume vos propos, aujourd'hui, dire oui à une étude, c'est dire oui à une fusion. Absolument. Je fais absolument... C'est facile de dire non, ça n'est qu'une fusion, ça n'est qu'une étude qui ne coûte que 10 000 ou 12 000 francs
par commune. Tout ça, c'est un processus tout à fait grossier. On a même les règles d'application, du processus de fusion de l'État de Vaud n'ont pas été respectées parce que la première chose qui compterait, ça serait de savoir si les gens, si la population ont envie, s'il y a un désir de fusion. Il n'y a absolument pas. Et ça, j'ai pu le voir parce que je parle avec les gens. Quand les conseillers votent pour, c'est qu'il y a un désir, en tout cas, au sein du Conseil. Eh bien, il y a des conseillers, comme à Thanay, qui ont voté en majorité. Je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, il y a eu une majorité qui est pas mal du tout, à Thanay, qui n'était pas à une voix, mais à 2 voix près. C'est-à-dire qu'il aurait fallu 2 voix pour que le oui à l'étude l'emporte. Et donc, c'est déjà une première correction. 2 voix sur 18, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est des résultats qui sont très serrés. Comme à Coppet, par exemple, c'est vrai qu'il y avait eu 28 oui contre 24 non. Un résultat donc serré aujourd'hui, ce référendum, s'il existe, et parce que vous le soutenez et que vous le mettez en avant. Et pourtant, si on prend le message de Mme Christelle Luisy-Brodeur, chef du département des institutions du territoire et du sport, elle nous précise que l'État encourage les communes à fusionner, non pas pour balayer la longue histoire de cette institution, mais bien pour créer des communes plus à même de soutenir le dialogue avec l'État. Autrement dit, ensemble, on est plus fort. Oui, mais c'est ce qui pose un peu problème, c'est-à-dire qu'on s'assied sur l'autonomie communale et puis on veut avoir des ensembles administratifs de communes fusionnées avec lesquelles l'État veut traiter de manière beaucoup plus simple et imposer également peut-être ses lois, ses règlements et sa fiscalité dans le futur. Donc tout ça, ça a une incidence sur les résidents de ces différentes communes. Donc nous, on est quand même soucieux de préserver cette autonomie communale. On n'a pas envie d'avoir un grand ensemble de 18 000 habitants sur lequel on n'aura aucune possibilité, aucune prise dans la prise de décision. Une crainte de perte d'autonomie, mais M. Roy-Dubarry, est-ce qu'ensemble, on n'est pas plus fort finalement ? Je ne pense pas que la nouvelle commune fusionnée aura un poids suffisant vis-à-vis du canton. 18 000 habitants, c'est 2, et quelques % des habitants du canton. On n'est même pas un demi-arrondissement administratif, donc on n'a pas la taille critique pour pouvoir peser ou avoir du poids vis-à-vis du canton. Et ça, c'est un problème. Alors, une perte d'autonomie, je sais qu'à Coppet, il est souvent question d'argent, une crainte aussi que finalement nos impôts augmentent, mais j'aimerais pas me questionner sur cet avis-là. Est-ce qu'il y a finalement d'autres arguments aujourd'hui qui vous empêchent de rejoindre ou qui ne vous donnent pas envie de rejoindre ce projet d'étude de fusion ? Ouais, je pense qu'il y en a plein. On peut... ça va impliquer un regroupement de certains services administratifs, communaux, etc. Donc ça va conduire aussi à générer toute une infrastructure qui est propre à une communauté de 18 000 habitants, c'est-à-dire un nouveau bâtiment administratif, 20 à 30 millions. Mais ces infrastructures qui fonctionnent à plusieurs, est-ce que ça n'existe pas déjà, par exemple, comme dans les intercommunalités ? Oui, les intercommunalités fonctionnent. Malheureusement, dans certaines intercommunalités, on a un problème de gouvernance parce que seuls les syndics sont dans le conseil d'administration de ces intercommunalités. Il n'y a pas suffisamment de représentation des députés. Donc, on a un problème de gouvernance et de transparence au niveau de ces intercommunalités. C'est clair que là, les députés ont réclamé au cours de ces 10 à 20 dernières années plusieurs fois de pouvoir siéger dans ces intercommunalités, de manière à pouvoir aussi avoir du poids sur certaines décisions. Mais là, on a un système qui est opaque et fermé, et sur lequel on n'a pas, y a pas une vue sur le système et sur le fonctionnement. Donc, oui. Arnaud Veil, qui dit étude, dit pourtant possibilité de mettre en avant non seulement les points négatifs comme les points positifs. Si on met en avant les points négatifs d'un projet, ça vous permettrait donc d'avoir raison. C'est ce que je souhaite. En réalité, mais je le dirai en conclusion, je souhaite que l'étude montre que cette histoire de fusion n'a aucun sens. Mais j'ai quelques doutes sur ça, parce que... Mais si vous refusez cette étude aujourd'hui, vous empêchez ça quelque part ? Oui, je l'empêche parce qu'on a déjà beaucoup de réponses aux questions qu'on peut légitimement se poser. On a ces sites. Le premier s'appelle terresaintecity.ch, dans lequel on donne déjà un certain nombre de réponses aux questions que la population peut se poser.
grand nombre de réponses. On fusionnerait à combien? Ça, c'est une grande question. Là, il y a 8 communes qui souhaitent fusionner ensemble. À combien fusionner? Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils étaient... D'abord, j'ai eu beaucoup de sympathie des gens auxquels j'ai parlé, et ça a été très, très réconfortant, si vous voulez. Manifestement, les gens, d'abord, n'étaient pas au courant. La population n'était pas au courant. Et puis, la population est très heureuse. Tout marche bien actuellement. C'est un peu c'est un peu se chercher à une modification de notre régime politique. Les grenouilles qui demandent un roi, qui finit par les manger toutes. On est très bien, tout fonctionne, on a des bons syndics qui ont bien géré, on a des bonnes municipalités, on a des communes qui marchent bien. Pourquoi irions-nous tout changer? Ça, c'est votre avis, elles fonctionnent bien. Mais pourtant, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, certaines communes peinent aussi à fonctionner parce qu'elles peinent à recruter. Alors, les exécutifs qui peinent à ne pas aujourd'hui être complets. Avoir une fusion, est-ce que ça ne permettrait pas aujourd'hui d'avoir plus de monde qui serait réuni au même endroit? Non, ça c'est un mythe total, c'est un mythe qui est poussé par les syndics qui sont proches pour certains de la retraite et qui n'imaginent même pas qu'ils puissent être remplacés. Alors là, laissez-moi vous rassurer, à Thanay, comme dans les autres communes, nous avons eu beaucoup de candidats pour les conseils communaux. À Thanay, je n'avais jamais vu ça. Il y a eu à peu près le double de candidats par rapport aux places qui étaient disponibles comme conseillers. Nous avons plein de jeunes, une nouvelle génération qui est prête à prendre la relève, qui a commencé... C'est pas le cas de toutes les communes, pardonnez-moi. Il y a quand même des communes où on va chercher des syndics qui sont anciens parce que, voilà, faute de relève, on peut quand même l'admettre. Oui, bon, c'est des communes rurales, mais je ne pense pas que les communes de Terre Sainte ont cette typologie de problème. Je crois que la relève, elle existe, elle est vivante. Terre Sainte est un vivier. D'ailleurs, le canton le dit, c'est là où il y a la population la plus jeune du canton. Donc, ce qui prouve que la relève, elle est existante, elle est là. Simplement, il faut qu'on donne aussi peut-être la chance à certains jeunes de faire leur entrée en politique et puis de s'aguerrir au fil du temps. Je crois que en ayant un système de gouvernance qui est relativement opaque ou fermé, on ne permet pas l'émergence de nouveaux talents, on ne favorise pas le développement, l'apport de nouvelles idées, et ça, c'est problématique. Ouais, mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que du coup, vous avez l'impression que le système politique ne fonctionne pas parce que vous n'en faites pas partie, mais pourtant vous êtes là en tant qu'homme libre et vous pouvez faire valoir vos droits et vos idées. Mais vous oui, mais c'est ce qu'on fait dans le cadre de ce référendum. Mais cette fusion de communes, elle a aussi un coût. Le canton met à disposition un monsieur Fusion. Un référendum, ça a aussi un coût. Oui, mais la démocratie, elle n'a pas de prix, je vous dirais. Donc, et puis le référendum peut être regroupé avec une autre votation. Enfin, ça c'est une question d'organisation au niveau de la chancellerie. À Genève, il n'y a aucun problème. On a sans arrêt des votations et les communes sont vivantes. Il y a plus d'activité politique. Oui, le débat est légitime, mais en tout cas vif. Ouais. Roy Dubarry, Arnaud Weil, ça nous faisait très plaisir de vous avoir ici, d'avoir entendu vos arguments. On se réjouit en tout cas la suite, notamment dans ces communes, à Thanay. On se réjouit également de venir à votre conseil pour suivre le résultat de ce vote et puis annoncer notamment un débat public qui est prévu à Coppet le mercredi 21 juin. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle journée à vous. Merci à vous. Merci de votre attention. Alexandre, on va donc à toi pour découvrir cette vie au cirque de l'élastique citrique de Nyon. Oui, Andrea, regarde, j'ai pénétré du coup dans cet élastique citrique à Nyon. Alors tu vois ici la salle, et c'est ici que sont donnés les cours justement de cirque pour les enfants depuis une vingtaine d'années ici, mais ça fait une trentaine d'années qu'existe l'élastique citrique. Et alors, avant de rencontrer les enfants, rencontrons les parents, Nini et François Pitou. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, assis sur ces gros ballons. Voilà, c'est un peu la coutume en fait, à l'élastique citrique. On fait des interviews assis sur les ballons. En équilibre. En équilibre. Bon, comment ça va déjà avant de remettre les rênes de cette école à vos enfants le 3 juin prochain? Comment vous vous sentez? Eh ben, comme des cavaliers fougueux, puisque c'est des reines. Non, c'est pas vrai. Non, ça va. C'est assez émotionnellement prenant quand même. D'abord de faire un bilan de toute cette aventure. Donc ça nous permet de faire ce bilan. Donc c'est vrai. C'est en tout cas pour moi assez
émotionnant. Ouais. Voilà. François, pourquoi remettre les rênes justement de cette école après 29 ans, hein? Parce que on trouve que c'est le moment aussi de transmettre plus loin et pas de, en tout cas personnellement, pas de devenir un vieux qui sait tout dans le monde du cirque, mais de laisser la place aux enfants avec leurs idées, leur manière de faire, et voilà. Donc moi, je suis content de laisser la place et puis j'ai aussi d'autres projets. Donc Comme voilà. quoi? C'est quoi vos Comme projets? je joue beaucoup d'accordéon, à peu près 2-3 heures par jour. On a envie l'année prochaine d'ouvrir des guinguettes, c'est-à-dire des fêtes toutes simples dans les villages, etc. Et voilà, donc il y a des projets qui arrivent. Donc on n'arrête pas les parents pitous, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire d'autres choses dans le domaine de la culture. Hein. On s'arrête pas. Bon, et j'aimerais savoir, Nini, cette école à vos enfants, vous leur donnez, vous leur vendez, comment ça se passe? Alors, cher. Très cher. Alors, pour resituer, c'est une association. Ouais. Donc, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous a jamais appartenu. Ouais. Et par contre, on a fait vivre ça et on l'a monté. Donc, ça, c'est quand même déjà quelque chose. Donc, on transmet, je dirais, une boîte dans laquelle on peut mettre de la vie et qu'on peut animer. Mais c'est à peu près tout. En fait, ça aurait pu être aussi complètement quelqu'un d'autre. Et je trouve que, oui, dans la transmission, oui, c'est assez usuel ou normal qu'on essaye toujours de transmettre. Je pense que c'est quelque chose de totalement, comment dire, naturel à tout ce qui est vivant. Donc, on en fait partie aussi. Ouais. Souvent, François, la transmission, justement, alors, d'une entreprise, mais là, en l'occurrence d'une association, on la transmet en général quand tout va bien. Est-ce que tout va bien à l'élastique citrique? Ah, tout va bien, oui. Ouais. On va dire qu'on a vécu la période Covid et on a vu que ce qui nous a sauvés, c'était l'école. C'était de donner des cours ici. Et voilà, donc la période Covid est finie, les cours fonctionnent toujours et les enfants vont arriver avec des nouveaux projets. Eux, ils viennent du monde vraiment du spectacle de cirque. Ouais. Et donc, ils auront beaucoup de casquettes à faire valoir, comme l'enseignement, comme aussi la partie spectacle. Et je dirais que vraiment, l'avenir s'annonce radieux. Ouais, il y a combien d'élèves aujourd'hui dans l'école, Nini? Alors, il y en a depuis de nombreuses années parce qu'on n'a pas voulu grossir, mais plutôt grandir. Donc, il y en a à peu près 350. Ça, c'est dans les cours réguliers. D'accord, ensuite, 350. il y a l'étage et tout ça. Et justement, l'évolution du cirque au fil des ans, est-ce que c'est toujours facile de trouver à la fois des jeunes intéressés par le cirque et surtout des professeurs aussi? Alors, ça, c'est intéressant comme question. Les jeunes, ça évolue comme la société, hein, ça c'est clair. Donc, c'est clair que c'est différent maintenant qu'il y a 30 ans. Mais ça se retrouve un peu partout. Différent comment? Différent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de possibilités, je crois. Il y en avait déjà pas mal il y a 30 ans, mais là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais donc, on a toujours le même nombre d'élèves, donc visiblement, on est de plus en plus nombreux, donc ça fonctionne. Et puis, par rapport aux professeurs, je dirais que ces derniers temps, c'est un peu plus difficile de trouver des professeurs qui soient pas seulement spécialisés, mais qui aient des techniques globales et qui soient des enseignants. Il y a beaucoup d'artistes qui enseignent aussi pour pouvoir vivre dans beaucoup de domaines artistiques. Mais des professeurs polyvalents, c'est un peu difficile. Ouais. Voilà. François, le cirque a évolué aussi. Je sais l'image déjà aussi du cirque qu'on s'en faisait à l'époque. C'est vrai, avec les clowns, les acrobates, les trapèzes, les chevaux, ce genre de spectacle-là. Le cirque a évolué aussi vers une dimension contemporaine. Aujourd'hui, il a quel visage, le cirque, en 2023 ? Il a plusieurs visages parce qu'il a en même temps le visage de petites compagnies qui jouent dans des formes très variables, sur scène, de théâtre, dans la rue ou même sous chapiteau. Et puis après, il y a de l'autre côté les méga cirques qui tournent dans le monde. Et voilà. Donc, et comment l'élastique citrique a réussi à tirer son épingle du jeu en 30 ans ? Je pense que on a voulu faire quelque chose qui était de l'ordre de l'épanouissement de l'individu à travers les activités du cirque. Ouais. Et je pense que si on regarde les 30 dernières années, notre parcours, il est tout à fait cohérent dans ce qu'on voulait faire. On n'a pas changé constamment de fusil d'épaule juste parce que les choses, elles s'adaptaient d'une façon ou d'une autre. Et puis, je dirais que Nini, elle a amené une dimension artistique très, très forte. Moi, j'ai amené plutôt la partie, on va dire, pédagogique.
Et entre les deux, on a vraiment réussi à faire quelque chose on va dire, de particulier. Voilà. Oui, justement. C'est original et particulier. L'âme de l'élastique citrique, c'est quoi pour vous, Nini? Alors, c'est d'avoir raconté notre propre histoire, en fait, aussi, mais qui n'est pas qu'une histoire individuelle, qui est une histoire collective. De famille, déjà. Ça part d'un noyau, comme n'importe quelle histoire. Donc, il y a toujours un individu, mais qui est toujours lié à tout le reste et à tous les autres. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette fête le 3 juin. Moi, j'avais tout d'un coup pas envie de faire un spectacle où les gens venaient voir, mais j'avais vraiment envie de faire participer les gens, d'exprimer en fait effectivement ce bilan, mais de ce qui s'est fait, c'est-à-dire la réunion et la rencontre de tellement de gens qui, petit peu, beaucoup et tout ça. Et donc on l'a un peu visualisé sous la forme d'un rond rouge. Ça nous a aussi tout le temps suivi, ça. Oui. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire sur cette place du château le 4, je peux le dire maintenant parce que... Le 3 juin. Ah ouais, c'est le 3. 3, je sais plus où j'en suis. Le 3 juin, c'est de former ensemble, en fait, une boule rouge, en fait, mais qui est constituée de multitudes de petits individus rouges, en fait. Et oui, donc c'est un truc éphémère et qui se fait claque d'un coup. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas combien de gens il y aura. J'espère qu'il y en aura plein. J'espère qu'il y en aura trop. Et puis, j'espère que ce sera dans mon rêve. C'était très rouge. Et on a demandé à ce que les gens viennent habillés en rouge. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ça ne doit pas être un frein. Si vous n'êtes pas en rouge, venez en vert, kaki. Comme moi, quoi. Voilà. Si possible, le plus rouge possible. Mais ça, c'est pour la belle image et le beau rêve. Mais ce qui est important, c'est que les gens soient là, en fait. Oui, voilà, le 3 juin, effectivement, pour fêter justement cette passation et cette nouvelle ère. Alors, François, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous souhaitez à vos enfants? Un mot à vos enfants pour la suite? D'être heureux. Parce qu'en même temps, nous, je pense qu'on a été heureux pour nos 30 ans. On a fait une histoire qui nous a convenu, qui a été à notre vitesse, donc ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu beaucoup de moments où il fallait vraiment porter tout ça sur les épaules. Et donc maintenant, c'est eux qui vont porter ça. Mais franchement, je pense qu'il y a des métiers pires que ça. Alors Nini, un mot, vous, pour vos enfants? Merci. Ah, d'accord. Voilà. Et ben voilà. Et ben on va voir justement ce que les enfants ont à dire à leurs parents. Juste après, Andrea, on va aller rencontrer Maxime et Valentin. En plus, on prévu un petit défi pour moi, je crois. Donc on va voir après ce que ça donne. Et on ouvre à présent notre page sportive en votre compagnie. Stéphane Ferrer, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le président d'Aquatix Club. Bilan de saison, pas tout à fait, puisqu'il reste 2 matchs avant la fin d'une saison qu'on dit réussie en LNB. Vous vous classez actuellement 3e au tableau et vous pourriez monter en LNA. Bonjour Stéphane Ferrer. Bonjour une montée Andrea. en LNA, pourquoi ne pas le faire? Je crois que déjà c'est assez exceptionnel tout juste après une saison d'existence, puisqu'on est passé par la Ligue régionale, on a été promu en Ligue nationale B. C'est déjà exceptionnel de pouvoir être à ce niveau-là. On a atteint notre objectif cette année, c'était le maintien. On se retrouve 3e au classement provisoire. Et je crois que pour monter en Liga, il faut du budget supplémentaire qui est doublé. Et puis un contingent également de jeunes joueurs qui puissent acquérir toute cette expérience. Et voilà, donc on ne veut pas précipiter et brûler toutes les étapes. Mais autrement dit, vous manquez aujourd'hui de poloistes? Non, on ne manque pas de poloistes, mais je pense que l'expérience et la partie budgétaire est aussi importante. Vous savez que toutes les équipes de LNA ont également des étrangers qu'elles payent. Ce n'est pas vraiment la politique d'Aquatix aujourd'hui, puisqu'on a une école de water-polo, on a des jeunes en ligue régionale qui sont très bons, garçons et filles par ailleurs. Et aujourd'hui, on veut travailler sereinement et de façon pérenne, notamment sur N plus 1, plus 2, plus 3, donc sur les 2-3 prochaines années. Mais Stéphane Ferrer, je sais que les chiffres, vous les maniez très très bien, puisque ça fait partie aussi de votre métier. Aujourd'hui, avoir un budget qui serait suffisant pour monter en LNA, ça serait quoi? Parce que j'imagine que vous avez aussi ces objectifs-là financiers.
financiers? Alors aujourd'hui, pour être très au clair avec vous, on a un budget de 120 K CHF, 120 000 francs environ, ce qui est très correct pour une première année en l'occurrence. Mais je pense que pour aller en LNA, il faut doubler ce budget. Et aujourd'hui, on a des sponsors qui nous accompagnent et qui sont très confiants en notre développement sportif. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas brûler les étapes. En tout cas, ce n'est pas une forte volonté du groupe Waterpolo et en l'occurrence de notre comité et du coach, Branko Bjelanovic. On veut vraiment travailler et renforcer la base avec tous nos jeunes. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. On a une équipe très homogène, comme nous ne l'avons jamais eu finalement. Et on pourrait avoir même 2 sets de base. Et c'est ce qui permet d'avoir des résultats sportifs très puissants, très prometteurs. Ouais, aujourd'hui, par quels aspects vous vous distinguez? Puisque j'imagine qu'aujourd'hui, il y a certaines caractéristiques qui peuvent revenir, vu qu'on fait ce bilan de saison. C'est quoi la patte Aquatics Club? La patte Aquatics Club, je crois que c'est justement, comme je le précisais précédemment, c'est cette homogénéité du groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun, ne serait-ce que le banc de remplaçants, est très fort. On a une équipe très physique, une équipe de nageurs, mais on a renforcé toute la partie stratégique et technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe Aquatics est très complet. Et c'est ce qui nous a permis, on a pu le voir sur nos résultats, d'atteindre des équipes qui étaient à l'époque beaucoup plus fortes que nous. Et aujourd'hui, au niveau sportif, c'est passé par quoi? Peut-être des entraînements qui ne sont pas seulement dans l'eau, mais ailleurs. C'est passé par quoi? À quoi y attribuer ce succès aujourd'hui? Alors, c'est la complémentarité, effectivement, du travail aquatique, mais également du travail à sec. Par exemple, tous les jeudis, on va travailler également pour la cohésion, puis pour le cardiaque, le cardio sur de l'uni-hockey, par exemple, en salle, grâce à la commune de Bassin, qui nous laisse ses infrastructures. On travaille beaucoup on fait pas de musculation au vrai sens du terme, au sens littéral du terme, on fait beaucoup de renforcement musculaire. Et ça, on le fait 2 fois par semaine, en plus de nos activités aquatiques. Et maintenant, on arrive également à pouvoir nous entraîner en extérieur grâce à la ville de Nyon, que nous remercions au passage. Donc ça, depuis 15 jours, et ce qui nous a permis d'aller en Suisse allemande là, très récemment, le week-end dernier, et d'obtenir les résultats qu'on a obtenus. On a donc un développement et pourtant pas de water-polo chez Aquatics. Donc vous venez de lancer votre saison en eau libre. Vous proposez quoi concrètement ? Alors concrètement, nous proposons des activités en eau libre pour tout un chacun, c'est-à-dire pour les débutants, les confirmés également et les pros. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent faire aussi bien du triathlon et qui veulent développer leur activité aquatique en eau libre, donc dans le lac Léman, nous proposons à tous nos administrés, clients, donc des activités eau libre le midi, le mercredi soir, le samedi matin, avec des professeurs diplômés, des coachs diplômés. Et ça, c'est une activité complémentaire. Comme vous le savez, on a également cette Open Swimstar que nous faisons chaque année. C'est la 5e édition qui se déroulera le 30 juillet. Le 30 juillet à la plage de Promontou, à Prangin. Et donc, nous attendons environ 500 nageurs de tous les continents. Et c'était une suite logique, notamment après le Covid, de pouvoir proposer une activité au libre avec les activités d'Aquatics. Ouais, j'imagine une volonté aussi pour vous de pouvoir séduire certains nageurs ou même peut-être certains jeunes. Exactement, donc c'est ouvert à tout public. Je vous rappelle que déjà notre école de natation water-polo représente des enfants de 4 ans à 17 ans. Et puis, donc, on a un vivier de jeunes joueurs et nageurs que nous avons avec nous dans le groupe et qui alimentent les équipes U11, U13, U15. Nous avons également des filles et des garçons qui sont en équipe nationale. Combien d'élèves constitue aujourd'hui l'école ? L'école représente environ 40 enfants. Donc pour une première année, c'est aussi assez exceptionnel. Et nous travaillons tous les mercredis après-midi, tous les vendredis soirs et tous les samedis matins avec ces jeunes enfants et en collaboration avec notre coach Branko Bjelanovic, mais vous avez également Cédric Torres et moi-même qui orchestrons toutes ces activités pour l'école de water-polo. Très bien, donc des activités, mais pas que du water-polo, on l'aura compris. Et puis cet événement, le 30 juillet, Stéphane Ferrer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci Andrea pour cette invitation. Bientôt. À bientôt. Alexandre, on retourne à toi. Donc, passation au cirque. On donne à présent la parole à la relève et notamment à Juliette Pitouf. Alors oui, Andrea, Juliette n'est pas là, mais j'ai ces 2 frères qui sont avec moi, Valentin et Maxime. Alors, je vois qu'un seul des 2 frères. Où est l'autre? Bonjour Valentin. Déjà. Bonjour. D'accord.
Et ça, c'est donc les mains de Maxime qui se cachent derrière. Voilà, j'ai révélé le tour. Merci. Ça commence bien. Mais c'est quand même pour préciser que Maxime est là. Mais du coup, ce que j'aimerais dire, Valentin, qu'est-ce que vous avez à dire à vos parents? Eux qui vous lèguent justement l'école, l'élastique citrique, eux vous ont souhaité d'être heureux et vous ont dit merci avant. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ouais, je peux leur dire merci aussi. Ouais. Et c'est magnifique de pouvoir revenir ici travailler et de reparticiper à cette grande aventure. Ouais. Ça représente quoi justement, reprendre l'élastique citrique? C'est un beau challenge. Moi, j'ai fait pendant 15 ans des autres choses. Ouais. Et donc, de retourner d'une autre manière dans l'école, de pouvoir y apporter chacun, c'est-à-dire Juliette, Maxime et moi, à notre manière, nos qualités, et puis de faire tourner la machine, faire avancer l'école, de continuer sur la même longueur, c'est-à-dire sur la même lancée, qui est magnifique. Ouais. Et de développer le rêve, quoi. Ouais. Comment est-ce que on dirige une école à Comment est-ce qu'on dirige une école à 3 ou plutôt, alors à ce que j'ai compris, à 2? Parce que Maxime se cache parce que Maxime a dit ouais, en fait c'est pas tellement moi qui vais reprendre les rênes, mais c'est plutôt mon frère et ma sœur. Voilà, donc c'est Juliette et moi qui reprenons la direction artistique et administrative, etc. Oui. Maxime, il est là beaucoup et il enseigne beaucoup, ce qui est aussi très important pour nous. Oui. C'est donc un de nos enseignants principaux. Et puis, comment on fait? C'est beaucoup de discussions. D'accord. C'est encore en voie de découverte. Pour de vrai, quoi. Ouais. Vous savez comment dire, la couleur que vous aimeriez donner à cette école? Enfin, en gros, si on regarde vers l'avenir, quelle direction vous aimeriez lui donner? Il y a l'aspect l'outil du cirque. Ouais. De développement de l'être humain qui est magnifique. Donc ça, c'est la base et elle va rester, quitte à pouvoir la développer encore. C'est magnifique. Et après, il y a l'aspect culturel qui nous intéresse en complément de la pédagogie qui est enseignée. Et puis, mais l'aspect social, c'est-à-dire que les gens, ils aient envie de passer là, boire un verre, nous dire bonjour, faire du cirque, pas faire du cirque. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, vraiment. Effectivement, boire un verre, justement. Tout à fait. Ça n'a pas l'air facile de boire un verre et de manger une banane non plus. D'ailleurs, Valentin, je crois que vous aimeriez me lancer un défi, enfin me montrer un petit peu ce qu'on fait à l'élastique citrique, c'est ça? Ouais. Alors, le défi qu'on propose... Ouais, on se lève? On se lève, On se lève. Bonjour Maxime. Attention les lunettes. Oui, non, je les ai pas écrasées, je les avais vues avant. Bonjour Maxime. Salut, ça va? Oui, ça va. Et vous? Bon, super. Alors, je vous suis. Allez-y. Viens, suis-nous. Ouais. On t'a préparé une surprise. Alors, qu'est-ce que c'est la surprise, Valentin? C'est une roue cire. Ouais. C'est la spécialité de Maxime. Ah. Donc, c'est lui qui va te faire tourner dans la roue. D'accord. Moi, je vais prendre filmer, ta caméra. C'est ça. Ouais. Alors, on va donner peut-être le micro à Maxime. Voilà, Maxime, hop, clac, on va y arriver. Oui, si, on y arrive. Tac. Bon. Alors Maxime. Bah viens, je t'en prie. D'accord. Il faut que tu me dises. Alors du coup, il faut que je tourne la caméra, Andrea. Si j'y arrive, voilà. Oui, bien sûr que j'y arrive. Et puis que je donne tout mon matériel du coup à Valentin. Qui va apparemment me filmer dans une roue. Alors Valentin, il suffit de le tenir comme ceci, voilà, et dans l'autre main ça, et j'enlève du coup mon oreille, je ne t'entends plus, Andrea, et je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Alors, tu viens dans la roue, c'est-à-dire tu mets tes pieds sur la roue, voilà, tu vas ouvrir un petit peu les pieds. Comme ça? Ouais, un peu plus. Les bras, c'est bien là? Les bras, t'es bien, ouvre un peu plus. Puis maintenant, tu me dis de quel côté t'aimes bien tourner? Le côté droit? T'aimes bien tourner comme ça plutôt? Ou plutôt comme alors, ça. Il y a Valentin qui se moque de moi, mais je sais pas. Ouais, du côté gauche, alors on va dire. Comme ça, on va dire. Ouais, comme ça. Ouais. Bon, alors, toi, tu restes bien gainé, tu restes bien accroché, puis moi, je m'occupe de toi. Ça veut dire quoi, bien gainé? Ça veut dire que tu te fais pas tout mou, quoi. Ah. Tu restes dans cette position, on y va doucement. Juste comme ça? Oh, nom de Dieu, nom de Dieu! Ah oui, ok, d'accord. Alors là, non, mais, mais j'ai vraiment l'impression que je vais me casser la figure.
Ok, et donc ça, on fait aux enfants, Maxime? Non, mais aussi ouais, on peut aussi aux enfants. D'accord, ok. Tu vois l'idée? Oui, je vois l'idée. Et là, tu me fais tourner plus vite, c'est ça? Alors, dans l'autre sens, je te fais tourner à fond la caisse si tu veux. À fond la caisse, Alors, mais pas trop non plus. Assieds-toi un petit peu. Ah, je m'assois un peu. Voilà, comme ça, bouge plus. Ah, là, Valentin a l'air de valider, nom de Dieu. Ok. Arrête de bouger dans tous les Mais sens. non, mais je bouge pas dans tous les sens, Allez. Maxime. C'est juste qu'il y a mes pieds qui touchent. Voilà, bravo. Merci, Maxime. Bravo à toi. Mais alors, si vous ne reprenez pas la direction, Maxime, vous allez continuer quand même à enseigner. Moi, je suis là pour l'enseignement avec tous vos enfants. Ouais. Et puis, De quel âge à quel âge? purée de 5 à l'infini. Ouais. De 5 à l'infini. Bon, bah, très bien. Ça veut dire que moi aussi, je peux venir prendre des cours, justement, de... comment on appelle ça? Roussir. De la roussir. Ouais, tu pourras venir roussir de Daniel Cyr. Ok, très bien. Et sinon, eh bien, Andrea, tu le sais, rendez-vous donc le 3 juin sur la place du Château pour cette fameuse flash mob tous en rouge pour fêter la passation, du coup, de flambeau de la famille Pitou à l'élastique citrique. Voilà, bonne journée. J'ai bien gainé là maintenant. À bientôt. Ouais. On t'a jamais vu aussi déstabilisé, Alexandre. J'ai pété C'est terrible. une Mais on t'a pianiste peut-être classique en trouvé faisant ça. justement une vocation. Ça fait plaisir. Allez, bonne journée à toi. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite au programme. À demain.